Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'avoir des enfants. Pourquoi aborder ce sujet? N'est-il pas évident, me direz-vous, que l'homme et la femme, jusque dans leur anatomie, sont faits pour avoir des enfants? N'est-il pas clair que si nous sommes là à parler ce soir, c'est parce que nos parents ont voulu avoir des enfants? N'est-il pas clair que l'avenir de l'humanité suppose qu'elle fasse des enfants? Les enfants ne sont-ils pas l'avenir du monde? Et si nous croyons que nos enfants naissent de notre amour, ne faut-il pas dire, avec Jacques de Bourbon-Busset, que l'amour est l'avenir du monde? N'y a-t-il pas là, finalement, une situation toute simple et toute naturelle? Ça a peut-être été le cas, je ne me prononcerai pas, jusqu'au milieu de ce siècle. Mais depuis, cette situation toute claire et toute simple est devenue source de questions, source d'interrogations, source de perplexité. Je n'en citerai que quelques-unes pour y revenir tout à l'heure. Quand faut-il avoir des enfants? Il est tout de même curieux de voir que de jeunes couples qui demandent le mariage chrétien et suivent une préparation au mariage évoquent très rarement la question des enfants. Et quand on la leur suggère, ils répondent « Oh, les enfants, on verra plus tard, c'est tellement loin, de quoi demain sera-t-il fait ?» Je parle de mariage, il est tout de même étrange aussi de noter que des couples qui cohabitent sans être mariés décident de se marier le jour où ils veulent avoir des enfants. Alors qu'aujourd'hui, vous le savez, les droits des enfants nés hors mariage sont identiques à ceux qui sont nés dans le mariage. Y a-t-il un lien entre l'enfant et le mariage? Et puis, par quelle méthode allons-nous faire ces enfants? Un quotidien français titrait récemment, ironiquement bien sûr, sur les 12 méthodes artificielles par lesquelles on peut aujourd'hui faire un enfant. Et il ajoutait qu'il existe tout de même une 13e méthode qui est papa et maman dans un lit à la façon traditionnelle. Toutes ces questions sont intéressantes, toutes ces questions doivent être résolues pour que nous sachions comment nous aurons des enfants et comment nous les éduquerons. Repartons, si vous voulez, de la situation d'antan, de la situation traditionnelle. Cela nous renvoie à la famille de type 1 que nous avons étudiée quand nous avons parlé des nouveaux couples et des nouvelles familles. La famille de type 1, c'est le clan. Pour le clan, le sens de la vie, c'est, comme disent mes amis africains, de propager le sang des ancêtres, c'est de multiplier les descendants, c'est de rendre le clan plus puissant en lui donnant des enfants. Dans cette famille de type traditionnel que nous avons connue chez nous, par exemple, à travers le Moyen-Âge et l'époque moderne, dans cette famille de type traditionnel, les enfants sont une évidence. Il est évident que l'on a des enfants dès que c'est possible. Souvenez-vous de notre surprise quand nous découvrons dans les livres d'histoire à quel âge on se mariait dans les siècles précédents, dès qu'on était pubère. Avoir des enfants dès que possible, avoir aussi des enfants nombreux. La famille nombreuse était le modèle de la famille, et sans citer la famille célèbre de Jean-Sébastien Bach, on peut tout de même se rappeler qu'une femme ou un couple qui, au XVIIe siècle, voulait avoir 3 enfants adultes, devait en avoir 6 ou 7 à cause de la mortalité infantile. Des enfants nombreux et des enfants qui allaient se trouver dans une situation que nous jugeons aujourd'hui bien peu évidente, à savoir, ils étaient supposés être aimés et être aimants de manière naturelle. Des enfants qui n'avaient pas demandé à naître devaient naturellement aimer leurs parents. Aujourd'hui, nous sommes plus prudents. Une grande collection française a publié à quelques années d'intervalle 2 livres. L'un intitulé « Il n'est pas facile d'aimer ses enfants » et l'autre, peut-être plus parlant, « Il n'est pas facile d'aimer ses parents ». Ces parents avaient sur leurs enfants de l'autorité. Non pas du pouvoir, mais cet ascendant naturel qu'est l'autorité, auquel les enfants étaient censés répondre par l'obéissance. Rappelez-vous le film « À l'Est d'Éden », avec ce père patriarche et ses 2 fils, le fils désobéissant, rebelle et mauvais,
et le fils obéissant, docile, considéré comme lui un bon enfant. Quant à l'éducation, dans cette famille traditionnelle, elle va, si je puis dire, de soi. Éduquer, c'est préparer à la vie. Mon arrière-grand-père savait ce que mon père connaîtrait à 20 ans et pouvait l'y préparer. Mon grand-père savait ce que mon père connaîtrait à 20 ans et pouvait l'y préparer. Mon père, lui, ne pouvait pas deviner qu'à 20 ans, je connaîtrais mes 68. Quant à moi, je ne me hasarderai pas à deviner ce que mon fils connaîtra quand il aura 20 ans. Au fond, la famille nombreuse, la famille réussie, c'était la marque de la réussite sociale, de la bonne intégration sociale dans la société traditionnelle. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Tout ce qui était simple, clair, naturel, pour la famille de type traditionnel, est devenu, je le disais en commençant, source de perplexité. Et de perplexité à tous les niveaux du processus qui conduit de l'idée d'avoir un enfant à l'éducation de celui-ci. Je voudrais que nous examinions, pas à pas, les grandes questions qui se posent, les grandes difficultés que nous avons à résoudre aujourd'hui. Et la première, elle est bien radicale, c'est la question de savoir, tout simplement, s'il faut avoir des enfants ou ne pas en avoir. Je suis frappé, dans mes rencontres avec des adolescents, de leur réaction. Faut-il avoir des enfants, me demandent-ils? Faut-il mettre au monde des enfants, les mettre dans un monde où il y a le sida, où il y a le chômage, où il y a la guerre nucléaire, où il y a le génocide? Et ils vont même jusqu'à se demander si aimer un enfant, ce n'est justement pas de renoncer à le mettre au monde. Vous voyez jusqu'où peut aller la question. Supposez que nous décidions d'avoir des enfants, nous exigeons aujourd'hui que cet enfant corresponde à un désir. Et sans nul doute, cette expression « désir d'enfant » a quelque chose de très beau et de très juste. Il est vrai qu'il faut absolument que l'enfant vienne s'inscrire dans le désir du couple au sens fort, au sens large de ce terme désir, comme désir d'aimer et d'être aimé. Il faut que l'enfant ait sa place dans la relation du couple. Il faut qu'il soit voulu. Mais parfois, on peut se demander si désirer ne signifie pas programmer. Quand on parle de grossesse non désirée, dans la plupart des cas, on veut dire grossesse non programmée. Alors quand nous parlons d'enfants désirés ou pas désirés, est-ce que nous ne serions pas en train d'évoquer quelque chose comme un enfant bien programmé ou pas bien programmé? Et que signifie cet enfant bien programmé ou non? Est-ce que ce n'est pas concevoir l'enfant comme une sorte d'objet, peut-être à la limite d'objet de consommation, qui aurait à venir au moment voulu remplir mon désir tel qu'est mon désir, c'est-à-dire que cet enfant aura à répondre à des critères pour me satisfaire, comme je l'exige, des autres objets que je désire. C'est sûrement une tendance dont nous devons nous garder. Puis vient la question, quand avoir des enfants? Certains diront c'est la question de la contraception, je préfère dire c'est la question de la fécondité responsable. C'est vraiment une grande chose pour l'humanité, c'est vraiment une grande réussite pour l'humanité que de pouvoir maîtriser sa fécondité, de pouvoir l'assumer de manière responsable. Mais je crains que, bien souvent, la question de la contraception ou de la fécondité responsable ne soit ramenée à une question technique. Question technique, faut-il prendre la pilule, faut-il recourir à une méthode naturelle, que penser du préservatif? Pour moi, la question de la fécondité responsable déborde de loin l'aspect technique. La question de la fécondité responsable, ce serait, sommes-nous capables d'accueillir vraiment cet enfant? Nous aurons un enfant quand nous serons capables de lui faire vraiment une place. Mais faire vraiment une place à l'enfant n'est en aucun cas une question technique. C'est une question
je le dirai plus loin, c'est une question de qualité de la relation du couple. Puis nous en venons aux méthodes. J'ai évoqué tout à l'heure, n'est-ce pas, les 12 méthodes artificielles et la méthode naturelle. Ces méthodes artificielles, on peut certes se réjouir qu'elles existent, car elles permettent de donner des enfants à des couples qui le désirent vraiment, qui sont stériles et qui, sans elles, n'auraient pas la chance d'avoir un enfant vraiment à eux. Mais l'existence des procréations médicalement assistées induit un certain nombre de tendances qui sont elles-mêmes hautement problématiques. Regardez, si nous faisons un enfant de manière naturelle, nous ne savons ni qui il sera, ni comment il se présentera. Si nous recourons aux procréations médicalement assistées, nous pouvons alors poser des diagnostics avant même l'implantation, et par conséquent, nous pouvons éviter certaines caractéristiques et éventuellement certains handicaps. N'y a-t-il pas une tendance? En fait, je ne devrais pas poser la question. Il y a une tendance, et certains couples déjà préfèrent la méthode artificielle à la méthode naturelle. Mais de cette façon, ne retombons-nous pas dans l'idée de l'enfant programmé? Ne nous orientons-nous pas vers une sorte de devoir du bel enfant, où les couples sentiraient qu'ils doivent avoir un enfant, mais un enfant socialement acceptable, un enfant correspondant aux normes. Cet enfant que nous allons avoir, quel projet pouvons-nous former pour lui? À quel monde allons-nous l'ouvrir? Quelle éducation pouvons-nous lui donner? Le monde change, comme dit un titre célèbre, l'avenir n'est écrit nulle part. Tenez, dans le domaine médical et même dans le domaine des procréations médicalement assistées, les méthodes sont nouvelles aujourd'hui par rapport à ce qu'elles étaient il y a 2 ans. Alors, comment préparer un enfant à vivre dans un monde dont nous ignorons tout? Est-ce qu'il faut lui apprendre des recettes? Faut-il le laisser se débrouiller? Faut-il au contraire en revenir à une éducation très stricte et le préparer, malgré tout, à des situations que nous connaissons bien? Question grave, question provisoirement sans réponse. Et puis la situation de l'enfant dans notre monde est parfois extrêmement paradoxale. Dans certains cas, nous traitons les enfants comme des adultes. Dans certains pays, lorsque les parents divorcent, on demande à l'enfant de choisir avec quel parent il veut vivre. Décision écrasante que peut-être il n'a pas la force de porter. Par contre, nous voyons dans nos pays, il y a même des livres écrits à ce sujet-là, nous voyons des enfances interminables, des adolescences prolongées, des étudiants qui ne peuvent pas quitter l'université, et de grands garçons et de grandes filles de 28 ou 30 ans qui vivent toujours avec papa et maman comme des enfants dépendants. Autant de questions qu'il nous faut affronter, autant de questions dont les réponses ne sont pas des recettes. À défaut de recettes, je peux peut-être vous proposer quelques pistes de réflexion qui, si nous voulons chacun pour nous les travailler un peu, pourraient nous conduire à une solution, non pas une solution miracle, non pas une solution universelle, mais en tout cas une solution pour nous, pour notre couple et pour nos enfants. Je pense tout d'abord, et ceci est un acte de foi inébranlable, je pense d'abord que, à la source de toutes les solutions imaginables, il y a une réalité toute simple, une réalité que j'exprimerai dans des mots un peu naïfs, la réalité du couple, la réalité de s'aimer bien. Je pense que pour qu'un enfant ait une chance dans le monde, quel que soit ce monde, pour réussir sa vie et tracer sa trajectoire, je pense qu'il est absolument nécessaire que cet enfant naisse à l'intérieur d'une relation d'amour, une relation solide, une relation de confiance,
dans laquelle lui-même pourra avoir confiance. C'est seulement s'il vient s'inscrire dans ce lien fort que l'enfant développera la confiance fondamentale vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde qui est nécessaire à son épanouissement. Donc lorsque nous parlons de fécondité responsable, lorsque nous parlons d'avoir des enfants quand nous sommes capables de les avoir, eh bien je crois que c'est quand nous arrivons à nous dire « maintenant nous nous aimons bien », c'est alors que nous sommes capables d'accueillir l'enfant. Nous voulons un enfant, nous nous aimons bien, nous allons le vouloir non pas comme objet, mais comme projet. J'ai parlé tout à l'heure de cet enfant programmé qui devrait répondre à nos désirs, qui devrait répondre à nos attentes. Non, l'enfant n'est pas un objet, un enfant c'est un projet. Un enfant c'est un projet pour lui-même. Vous savez, le geste à faire avec les enfants, c'est souvent de les prendre dans les bras et de les serrer contre soi, car ils ont besoin d'amour inconditionnel. Mais aussi, il y a ce geste-là, de le pousser en avant vers son destin, de le pousser en avant vers sa vie à lui, et cela dans l'ouverture, dans l'acceptation, dans la disponibilité. Quand nous voulons un enfant comme ce projet, il faut savoir aussi que nous ne sommes pas dans le registre du plaisir, dans « aujourd'hui je le sens bien », nous acceptons d'être parents. Et être parent, c'est nouer avec cet enfant une relation qui ne cessera pas. C'est accepter vis-à-vis de lui une responsabilité pour lui, au sens de la responsabilité pour, dont nous avons parlé dans une autre émission, ce petit être, et plus tard ce grand garçon, fragile et vulnérable, nous en sommes responsables et jamais nous n'échapperons à cette responsabilité. Vouloir un enfant, c'est donc aussi prendre des engagements. Une fois que nous sommes capables de prendre cet engagement, alors s'ouvre la période de l'accueil. De l'accueil et de l'aventure. Péguy, le poète, disait que le plus grand aventurier du monde, c'est le père de famille. La mère de famille aussi, notez bien. Pourquoi ? Parce que vouloir un enfant, même s'il y a des échographies avant la naissance, c'est accepter un être que nous ne connaissons pas. C'est lui donner des droits, alors que nous ne savons pas comment il se comportera. C'est être prêt à tout pour lui, alors que peut-être il ne correspondra absolument pas à nos attentes ou à nos préjugés sur lui. Il y a donc là une véritable dimension d'aventure. D'aventure humaine, c'est peut-être l'aventure humaine qui exige la plus grande disponibilité, et c'est peut-être aussi pourquoi, dans notre époque un peu frileuse, dans notre époque où nous aimons tant les assurances, les garanties, c'est peut-être pourquoi aussi cette dimension est difficile à vivre. Je pense ensuite qu'il est important, dans un contexte où les familles évoluent beaucoup, parfois se restructurent, il est important que papa et maman nouent une relation personnelle avec leur enfant. Traditionnellement, il y a les parents comme groupe et les enfants comme groupe. Je pense qu'il faut aujourd'hui plutôt cultiver une relation personnelle de Pierre comme père avec la petite Fabienne, de Marie comme mère avec la petite Fabienne, parce qu'il est important que si Pierre et Marie un jour ne s'aiment plus, ils restent cependant les parents de Fabienne et que Fabienne le sache. Comme l'on dit, il faut que le couple parental puisse subsister alors que le couple conjugal, lui, se défait. Enfin, la question de l'éducation. Mais je pense que cette question n'est pas désespérée. Je pense que nous ne sommes pas dans le noir intégral. Je crois que nous avons redécouvert, après les tumultes de mai 68, que des repères et des limites sont nécessaires pour l'enfant. Des repères et des limites sont sécurisantes. Quand vous mettez un animal de laboratoire sur une plaque de verre sans aucun repère, il s'angoisse, il s'enfuit. L'enfant privé de repères ne peut pas devenir lui-même. Par contre, lorsqu'on lui donne de bonnes limites sécurisantes, lorsqu'on lui indique jusqu'où il peut aller
et ce qui lui est interdit, alors il peut commencer à développer un moi qui soit un véritable moi, un moi fort. Que de fois n'ai-je pas constaté que les adolescents réclament, demandent explicitement un père qui soit véritablement un père, même s'ils doivent s'y opposer, et non pas un copain de plus dont ils n'ont que faire dans la structuration de leur vie. Éduquer à quoi? Eh bien, éduquer à des situations connues, c'est une illusion. Éduquer à une vie toute faite, ce n'est plus possible. Donner des solutions à des problèmes que nous connaîtrions, c'est illusoire. Que pouvons-nous faire? Eh bien, je crois que nous pouvons apprendre à nos enfants, non pas la solution de problèmes que nous leur définirions, mais nous pourrions leur apprendre à trouver des solutions. Au fond, nos grands-parents pouvaient nous dire « Voici ce que sera ta vie et voilà comment tu dois la vivre ». Aujourd'hui, le message que nous avons à donner à nos enfants est bien plutôt « Invente ta vie ». L'enfant, aujourd'hui, est appelé à être non pas adapté, mais adaptable. Un Premier ministre français disait un jour qu'aujourd'hui un travailleur doit pouvoir changer 4 fois de métier dans sa carrière. Cela suppose une bonne dose d'adaptabilité, ne pensez-vous pas? Qu'en conclure? Je pense qu'avoir des enfants est une tâche humaine absolument exaltante. Je crois qu'avoir des enfants est peut-être la plus grande des tâches humaines. Par conséquent, il me semblerait extrêmement dommage que nous renoncions à avoir des enfants. Quand je dis cela, je veux dire que nous renoncions à avoir des enfants au sens de cette aventure humaine et que nous n'ayons plus frileusement que des enfants bien programmés par des méthodes qui seraient scientifiquement validées. Je pense qu'il faut dépasser cette crainte. Je pense qu'il faut faire confiance à la confiance, et je retrouve là mon thème, qui est que la garantie de la qualité de l'avenir de l'enfant, c'est que papa et maman s'aiment bien. Je pense que dans cet esprit-là, nous pouvons avoir des enfants, même dans le monde où nous vivons, et même avec les incertitudes que nous rencontrons. Des enfants que nous aurons, non pas pour notre plaisir, même s'il est souvent extrêmement plaisant d'avoir des enfants, mais que nous aurons pour leur joie, pour leur réussite, pour leur épanouissement. Alors si réellement nous arrivons à faire cela, si nous arrivons à donner à l'enfant une confiance suffisante en la vie, pour que cette vie soit source de joie, je pense que nous pouvons être tranquilles. Un enfant qui a confiance dans la vie, un enfant qui la vit avec joie, il saura quoi faire du monde de demain, quel que soit ce monde. Merci.